Quand je suis petite, j'ai peur de pas être aimée, de pas être appréciée par le prof, la directrice et tout. Enfin, tout se mélange au niveau de l'affect et au niveau de ce que je peux valoir par contre en tant que danseuse. Et c'est là que rentrent les jeux de pouvoir en fait entre les personnes qui ont en main un cours de danse, une répétition, une école, une compagnie. Enfin, et ça reste en fait, et particulièrement en rentrant dans la compagnie. Il y a le fait que tous les mois, il y a une feuille de distribution qui sort et en fait, tu dépends de cette appréciation-là que la hiérarchie va avoir sur toi. En écoutant nos témoins, on a compris que les rapports entre les apprenties danseuses et leurs professeurs sont particulièrement susceptibles de verser dans la violence. Dans l'enfance, il y avait le mot peste. Plein de remarques qui visent vraiment à nous déstabiliser et à nous intimider. C'est la rencontre avec la discipline, quoi. Il y a un de mes profs qui m'a jeté une chaise en plein cours. En nous hurlant dessus, sans continuer de ne pas danser un rythme. Et tout ce que je peux dire quand on me demande ce qui se passe, c'est que je le déteste. L'enjeu est tellement fort, le milieu si compétitif que les danseuses en particulier sont prêtes à tout pour se distinguer. Et malheureusement, cette pression continue à l'âge adulte. Accord perdu, épisode 3. Après ma formation, je m'installe à Paris et je commence à passer des auditions. Marie a été victime à l'âge de 16 ans d'agressions sexuelles et de harcèlement de la part de son prof de danse classique, ce qui l'a conduite à arrêter la danse. Mais 3 mois après avoir commencé des études d'architecture, elle se rend à l'évidence, c'est la danse et rien d'autre. Elle reprend une formation pour se mettre à niveau, puis déménage à Paris pour commencer sa nouvelle vie de danseuse professionnelle. Et pour trouver du travail, elle doit multiplier les auditions. On arrive, on est 200-300, on est un numéro et on attend énormément. On nous apprend un petit morceau de chorégraphie. On attend notre passage pendant très longtemps. On passe 5 par 5 et on a un essai sur 10 secondes à peu près pour prouver qu'on est la bonne personne pour cette audition, quoi. Donc, faut s'accrocher parce que généralement, on est 300, ils en cherchent 5. Dans les auditions que j'ai passées en classique, là, je me suis rendu compte que c'était chacun pour sa peau, quoi. Généralement, on passe des auditions pour avoir un rôle dans un spectacle ou sur des clips. Souvent, c'est des missions courtes et c'est pas pour une place permanente dans une compagnie. En France, on a le choix entre 3 contrats. Les CDI pour des grosses compagnies subventionnées du type Opéra National de Paris, les CDD reconductibles de 3 ans dans les théâtres nationaux et les opéras, et des missions d'intermittence ou de freelance qui sont généralement le plus commun dans notre milieu. C'est la forme qui a la flexibilité maximale, qui a été créée pour répondre justement à l'irrégularité de l'activité des entreprises dans le domaine artistique, en permettant vraiment de recruter les artistes et les techniciens selon le besoin strict d'un projet de création. On paye le cachet de la représentation et souvent, on ne paye pas les répétitions. Selon les estimations de la sociologue de la culture Yonela Roharic, que vous venez d'entendre, en France, il y a en gros un danseur permanent pour 10 danseurs intermittents. Un permanent pour 10 intermittents, ça veut dire que pour l'écrasante majorité des danseuses et danseurs, le quotidien est rythmé par les auditions et le stress qui va avec. Tout ça en sachant que le milieu du spectacle est d'une manière générale instable et peu rémunérateur. Les carrières des danseurs et des danseuses se déploient dans des milieux où se côtoient pouvoir et précarité. L'expression ne m'appartient pas, l'expression appartient à une journaliste, mais j'ai l'impression qu'elle capte bien l'essence de ces milieux. Ce sont aussi des milieux dominés par l'incertitude, par l'inégalité et par l'importance accordée au talent. Le talent, cet obscur objet d'aspiration dont nous n'avons pas la preuve absolue de sa présence, comme on n'a pas la preuve absolue de son absence non plus, et qu'on ne sait pas vraiment mesurer à l'aune d'une objectivité incontestable. Pour toutes ces carrières, il est communément admis que le monde artistique génère des marchés de l'emploi particuliers
qui sont basées sur des formes contractuelles relationnelles qui permettent justement de gérer cette incertitude extrêmement forte. Donc les danseurs partagent avec les autres professions artistiques des caractéristiques de leur carrière déterminées justement par ces conditions spécifiques d'incertitude, de précarité, d'exercice du pouvoir. Mais il y a bien un élément qui fonde la spécificité de la carrière des danseurs et c'est sa brièveté. Et cette brièveté a des conséquences à la fois sur l'évolution des destinées professionnelles individuelles, mais aussi sur l'ensemble de l'organisation et du devenir de la profession même de danseur. Cette brièveté dont parle ici Yonela Roharik, elle prend la forme de carrières. Des carrières qui ne dépassent pas les 15 années d'exercice la plupart du temps. Même si les danseuses et les danseurs entrent tôt sur le marché du travail, en moyenne à l'âge de 17 ans pour les permanents et 21 ans pour les intermittents, leur carrière s'arrête au début de la quarantaine. Et ça met une pression pour réussir vite et bien sa carrière professionnelle. Encore une fois, ça semble d'autant plus vrai pour les femmes. Les filles sont beaucoup plus sujettes à cette urgence de danser, d'entrer dans la carrière, puisque de l'autre côté, elles aussi ont d'autres pressions qui s'exercent, puisque la maternité, surtout pour les danseuses, a une signification particulière. Elle fait plutôt partie des projets de reconversion. Les grossesses sont retardées le plus pour les mettre plutôt en fin de carrière. Ce n'est pas parce que le corps va se déformer, ce n'est pas parce que je ne pourrai plus danser. Bien sûr, ça entre en ligne de compte tout ça. Mais ce qui inquiète le plus, c'est de s'arrêter, d'interrompre son activité. Et ce qui est le plus menaçant, ce n'est pas la grossesse, l'état de grossesse en soi, mais cette absence qui peut être extrêmement invalidante et pénalisante pour la suite. On parle de cette brièveté des carrières avec Héloïse. Elle a fait partie, pendant plusieurs années, des rares danseurs de France en CDI, puisqu'elle a intégré à l'âge de 17 ans le corps de ballet de l'Opéra de Paris. La retraite pour les danseurs et danseuses à l'opéra, elle est à 42 ans et demi pour tout le monde maintenant. Parce que pendant longtemps, les hommes partaient à 45 ans et les femmes à 40 ans. Donc ils ont fait un moite-moite depuis quelques années. Il y en a vraiment beaucoup qui ont la peur de quitter la scène et qui ont encore un amour énorme pour ça. Et il y en a aussi d'autres qui sont heureuses de vivre autrement et de pas passer leur vie dans un théâtre. Parce que c'est ça aussi, être danseuse à l'opéra, c'est du 10h, 23h à l'opéra. Donc moi là, c'était pas mon cas, mais j'ai plein de collègues amis qui ont des enfants, qui ont une vie de famille. Et c'est une organisation mais énorme en fait que de travailler le soir. C'est vrai que les intermittents vivent dans l'incertitude au quotidien. Mais les danseurs et les danseuses en poste permanent subissent aussi une forme de pression. J'en parle avec Héloïse et je lui demande de nous raconter une journée type d'une danseuse à l'Opéra national de Paris. Donc mon quotidien en tant que danseuse à l'opéra, ça commence par le cours de danse. Il est à 10h ou à 11h. C'est l'entraînement quotidien avec le même déroulé presque que celui en fait de quand j'avais 6 ans, donc ça commence par la barre, ensuite il y a le milieu et tout. Bien sûr, techniquement, c'est beaucoup plus difficile qu'à mes 6 ans, mais c'est cette routine quotidienne en tout cas. Ensuite, ça va être des répétitions, et c'est en moyenne 5 heures par jour de répétition pour un spectacle qu'on va préparer. On a souvent 3 semaines, 1 mois de répétition pour travailler le spectacle qu'on présentera ensuite. Une série de spectacles à l'opéra, c'est une moyenne de 15 dates, de 15 spectacles qu'on fait sur 1 mois à peu près, voire 3 semaines. Le choix de qui danse quoi, il se fait par la direction de la danse et il est vraiment lié à la hiérarchie et à nos grades. C'est pour ça que les grades existent en quelque sorte, c'est que les quadrilles, les coryphées font les danses de groupe, de corps de ballet. Ensuite, il y a des demi-solistes pour des rôles avec moins de personnes. Et ensuite, il y a les solistes. Et à l'intérieur de ça, ce sont des choix artistiques de la direction. Ça, c'est ce qui concerne vraiment les ballets classiques. Faut toujours sortir du lot, se démarquer, pour avoir une chance de monter les grades ensuite et devenir un jour étoile. Et pour les spectacles contemporains, c'est carrément des auditions. C'est pas toujours toute la compagnie qui peut la passer parce qu'en fait, il faut pouvoir
en termes même d'organisation, de pouvoir diviser le nombre des personnes dans tel théâtre, dans tel endroit, de comment... Voilà, faut qu'il y ait 2 spectacles en même temps à l'opéra, donc c'est une grosse organisation. Mais oui, sinon c'est sur audition, et si les chorégraphes viennent remonter leurs pièces ou créer, ce sont eux qui viennent choisir. Et sinon, ce sont les intervenants, des gens qui remontent les pièces, des chorégraphes décédés, ce sont eux qui ont les droits en fait et qui viennent choisir. Ce système de pouvoir et précarité nous interroge. Pour la critique chercheuse et danseuse flamande Ilse Gekier, il est clair que cela réduit la danseuse ou le danseur à un simple instrument. You make art by saying yes. On fait de l'art en disant oui, on fait de l'art en se soumettant, et en tant que danseur, tu es là en tant qu'instrument, en tant qu'outil. J'exagère volontairement, mais disons qu'en tant qu'instrument, le danseur est là pour faire exister l'idée du chorégraphe. Je veux dire, c'est très extrême, mais c'est la base de notre travail. Quand les limites de la sexualité ou même les limites mentales sont franchies, où est-ce que se trouve la ligne entre être quelqu'un de professionnel et être quelqu'un de privé, en particulier parce qu'on met beaucoup de soi, littéralement, ton corps est sur la scène. Mais c'est pas tout, tu mets aussi ta psyché, ton mental sur scène. En plus, beaucoup de chorégraphes utilisent les vécus personnels dans les chorégraphies de nos jours, parce que les gens trouvent ça intéressant, parce que les gens aiment les histoires personnelles, mais ça ouvre tellement la porte à l'exploitation. Héloïse a vécu dans sa chair cette confusion entre corps privé et corps professionnel. À l'âge de 19 ans, elle incarne dans un spectacle contemporain le rôle d'une femme qui se fait sacrifier au milieu d'une foule. Sur le plateau, elle est encerclée par une vingtaine d'hommes, dont certains lui agrippent la poitrine, selon ce qui est prévu dans la chorégraphie. Mais tout dérape dès les répétitions. Plusieurs danseurs se mettent à lui tenir des propos sexuels pendant cette scène. Donc c'est vraiment venir se coller et faire sentir sa présence le plus proche possible, juste derrière moi dans l'oreille, me renifler dans l'oreille, me parler de mon odeur, du shampoing ce jour-là, me demander aussi si j'apprécie le fait que justement il y a un danseur qui m'attrape la poitrine à ce moment-là. Et toutes ces blagues en fait d'intimidation qui, jour après jour, deviennent un peu le moment où apparemment c'est marrant de faire ça, quoi. Et on est d'accord, c'est des blagues qui se font, mais elles font pas partie du processus non, pas du tout. De travail. Non, pas du tout. C'est pas le répétiteur, le chorégraphe, je sais pas, la personne qui est là pour cadrer non, qui pas dit du tout, essayez un truc comme ça. Non, c'est eux qui décident de faire ça. Ah oui, il y a pas du tout de parole ou c'est ça interprété dans la pièce. Enfin, absolument pas. Et toi, à ce moment-là, tu te sens comment ? Moi, je me sens en effet très vulnérable et encerclée. Si je dis quelque chose, je suis la chiante, je suis trop susceptible. En plus, principalement le danseur qui était dans ce rapport-là et qui en fait a enrôlé le groupe aussi là-dedans. Il était danseur soliste, danseur étoile. Donc il y a aussi ce truc par rapport au pouvoir et à la hiérarchie de peur que moi j'ai à 19 ans de me dire oh là là. Waouh, enfin, il faut rien dire, je dis rien. Et puis, il y a même ce truc dans lequel je suis depuis 10 ans, de cette petite voix de « Ah, mais tu devrais même peut-être presque être contente qu'il soit comme ça envers toi, comme si c'était une marque d'affection. » L'histoire d'Héloïse trouve tout de suite écho chez Ilse Gekier. J'ai déjà entendu ça auparavant, ce genre de commentaires entre des collègues hommes plus vieux, des commentaires sur ton sex appeal, et il faudrait le prendre comme un compliment. Et je pense aussi que ces remarques arrivent si vite qu'on ne sait même pas comment réagir. Il n'y a aucune culture établie par les compagnies de danse qui disent que ce n'est pas professionnel, alors que vous avez une relation de travail. Mais une fois encore, il y a cette idée qu'en tant que danseur, vous êtes tellement proche, littéralement proche, physiquement proche. Vous allez souvent être amenés à vous toucher les uns les autres pour une chorégraphie. Vous pouvez traverser beaucoup de choses ensemble, un entraînement difficile par exemple. Donc vous avez une histoire commune. Et peut-être même que si vous partez en tournée ensemble, vous passez beaucoup de temps les uns avec les autres. Et tout ça, ça brouille les lignes entre privé et professionnel. The professional is often blurred. En écoutant Ilse Gekier, on se fait la réflexion que ce type de situation peut se retrouver dans tous les arts du spectacle. Mais alors, qu'est-ce qui distingue le monde de la danse de ces autres milieux artistiques ? Je pense que l'un des éléments spécifiques à la danse est que le corps est l'instrument.
En tant que danseur et danseuse, on est constamment touché par ses partenaires, par le chorégraphe ou par un prof qui vient nous ajuster une position. C'est presque impossible de poser une distance physique. Et ça complique tout. D'autant plus avec un chorégraphe qui joue de son pouvoir. Ce pouvoir, il puise sa légitimité dans un mythe. Celui que nos sociétés attribuent aux artistes, comme le précise la danseuse, chorégraphe et chercheuse Hélène Marquier. Les mythes qu'il y a autour déjà de l'artiste, alors c'est en général, c'est valable pour la peinture, c'est valable pour tous les arts, ça grève beaucoup l'imaginaire, c'est-à-dire que l'artiste est un démiurge et cette idée que on doit se mettre au service du désir du créateur. Ça pose quand même question sur qu'est-ce que c'est qu'être au service. En fait, il y a quelqu'un qui vous paye, donc il s'agit d'un travail professionnel et c'est pas être complètement au service de l'autre. Comme tous les mythes, celui de l'artiste démiurge n'est pas innocent. Et elle fait beaucoup de dégâts, cette image de l'artiste au pouvoir de création infini, qui sait mieux que tout le monde et qui peut donc disposer de tout le monde. Yonela Roharik précise les impacts de ces relations de pouvoir sur celles et ceux qui les subissent. Psychiquement, physiquement, travailler avec un chorégraphe démiurge est extrêmement coûteux. Je me souviens par exemple d'un danseur de la trentaine qui était ravi d'ailleurs d'avoir participé à un projet de ce type et qui disait à la fin « j'étais vidée mentalement, physiquement, psychiquement, je n'avais plus rien à donner ». Il avait vécu cette collaboration comme un moment de grâce mais à la fois comme une souffrance. Les abus de ces chorégraphes, il y en a plein, j'en ai vu plein. En 2018, les danseurs et ex-danseurs de la compagnie de Yann Fabre ont témoigné des effets dévastateurs de ces jeux de pouvoir dans une lettre ouverte. Les attitudes changeantes et le comportement capricieux de Fabre ont porté atteinte à la confiance en soi et à la dignité de nombreuses personnes. Beaucoup d'entre nous ont dû, après avoir quitté la compagnie, chercher de l'aide psychologique et beaucoup décrivent les expériences vécues comme des traumatismes. Yann Fabre nous appelle les soldats de la beauté, mais nous, on a surtout l'impression d'être des chiens battus. Ilse Guéquière se souvient que ce type de relation entre chorégraphe et danseur a été défendu par Yann Fabre lui-même. En juin 2018, il donne une interview sur VRT, une chaîne de la télévision flamande. Il s'y exprime sur l'ouverture de la parole concernant les violences sexuelles dans le secteur culturel. Et il ajoute que la mise en place d'actions pour lutter contre ces phénomènes aurait des effets négatifs. En bref, il excuse les violences au nom de la création. Il y a quelque chose de dangereux dans ça, le fait de faire très attention à tout. Parce qu'on peut casser la relation, le lien secret entre le metteur en scène, le chorégraphe, les acteurs et les danseurs. Et après, il continue, il dit on doit y faire très attention parce que vous savez, MeToo, c'est bien, c'est très bien, mais ce lien secret, il n'y a pas de limite parce qu'il y a une connexion artistique. Connection. Coucou Lola, je viens de penser à un truc. Tu sais, j'ai déjà entendu en répétition un chorégraphe dire à une danseuse « Tu n'es pas dans mon désir ». Et j'ai toujours trouvé cette phrase un peu bizarre, mais sans y réfléchir, tu vois, plus que ça. Et en fait, dans la danse, il y a vraiment cette idée de corps disponible. Le corps doit être disponible au chorégraphe, au professeur. En fait, d'être disponible. Bref, je sais pas, ça m'interroge. Yeah, you are available. Well, oui, en fait, vous êtes disponible. Ça commence par mes danseurs, mes danseuses, ce sont mes danseuses. Et cette possessivité, elle montre déjà à quel point ces corps sont là pour satisfaire les idées du chorégraphe. Et ça peut glisser vers des désirs artistiques du chorégraphe, mais aussi vers des désirs plus personnels. Cette appropriation du corps au nom de la création et du désir permet tous les brouillages. En 2017, le chorégraphe Daniel Dobels est accusé par 5 danseuses de violences sexistes. Dans un entretien avec l'administratrice du théâtre dans lequel son œuvre est programmée, il se défend en évoquant l'ambiguïté du désir qui fait la danse. On a demandé à Hélène Marquier de réagir à ces propos. Donc de quel désir est-ce qu'il est question, Et puis l'ambiguïté, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté, il faut que ce soit très clair. Quand on est sur scène, si on veut
donner une idée d'ambiguïté au public, il faut surtout pas être ambigu dans ce qu'on fait, c'est-à-dire que professionnellement, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté, ni dans la relation pédagogique. Je peux donner un ressenti d'ambiguïté à un public, mais ça, c'est mon métier. Et pour ça, il faut que j'aie des procédures, des chorégraphies, des scripts. Mais moi, ça n'est pas moi qui dois être affectée. Par exemple, on sait très bien, et c'est la base de tous nos métiers, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir commis un crime pour interpréter, m'aider. Et la pulsion, et pourtant je vais transmettre au public quelqu'un qui a envie de tuer ses enfants. C'est un métier. Et là, ça pose pas de souci. Donc pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir de l'ambiguïté du désir sur scène quand on parle de sexualité, juste dans ce domaine-là, alors que sur d'autres émotions, d'autres transmissions, on se pose pas la question. En fait, tu vois, j'ai réfléchi avec le fait de ne pas réussir à prendre la parole, que ce soit face à un chorégraphe violent ou pour dénoncer des agressions sexuelles. En fait, c'est un peu admis qu'en tant que danseuse, on est bête et on sait pas s'exprimer, on est un peu nunuche, tu vois. Et même moi, en faisant ce podcast et en prenant la parole, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on m'a appris et c'est un vrai défi, tu vois, de parler et de m'exprimer sur ces sujets-là. Oui, il y a un discrédit sur la parole des danseuses, cette idée que la danse, de toute façon, ne parle pas, parce que nous, on travaille avec le corps. Discrédit qui est aussi, je dirais, incorporé par beaucoup, qui s'excusent de ne pas savoir parler, de ne pas pouvoir parler, et un manque de légitimité. Pour Hélène Marquier, ce manque de légitimité est une conséquence de l'émergence au XIXe siècle du modèle type de la ballerine. La ballerine, c'est une espèce de modèle idéal qui est forgé depuis la période romantique, un idéal de femme qui est à la fois légère, alors légère dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que légère parce qu'à l'époque, elle est gracieuse et en même temps, elle saute beaucoup. Il ne faut pas croire qu'au XIXe siècle, on sautait énormément. Donc la légèreté, c'est ça aussi. Mais en même temps, légère parce qu'elle est supposée avoir des mœurs aussi légères. Ce modèle de la ballerine romantique, légère de corps et d'esprit, il existe toujours dans nos représentations collectives. D'ailleurs, Héloïse se souvient de la réaction partagée de ses parents quand sa prof lui a proposé de s'orienter vers une école pour devenir danseuse professionnelle. C'est quand même très tourné autour du corps. On a un peu peur que notre fille soit stupide, quoi. Alors, non pas qu'il y avait forcément ce doute-là entre nous, mais qu'est-ce que ça représente le métier de danseuse socialement ? À la fois, il y a ce truc hyper valorisé, elle est jolie, elle est belle, ça a sa place et tout. Mais il y a aussi vraiment la crainte de « danseuse, est-ce que c'est vraiment un métier ?» Dans notre monde sexiste, la parole des danseuses est encore moins prise en considération que celle des danseurs. Les danseuses ont toutes les difficultés du monde à faire entendre leur voix, mais aussi à accéder à des postes à responsabilité. Et du coup, j'ai fait une recherche sur le nombre de postes accordés aux femmes et aux hommes dans le milieu de la danse. Sur les 19 centres chorégraphiques nationaux, seulement 2 sont dirigés par des femmes seules, 4 par des collectifs ou des duos avec une femme à l'intérieur, et les 11 autres sont dirigés par des hommes. Et d'ailleurs, j'ai jeté un œil à la programmation de l'Opéra national de Paris sur la saison 2024-2025. Et Lola, tu seras ravie d'apprendre que sur les 14 spectacles de cette saison, il y a une seule femme chorégraphe programmée. Et on en parle de ces discriminations avec Héloïse. Elle en est la témoin depuis son départ de l'Opéra de Paris pour mener une carrière de danseuse freelance. L'abus de pouvoir est très présent et de discussions que j'ai eues avec des femmes chorégraphes qui, sur leurs premières pièces, sont programmées dans des théâtres par un directeur de théâtre qui va la programmer, machin. Et en fait, là-dedans, rentre tous les pires scénarios, en fait, qui existent encore. Une femme qui arrive en plus à créer une pièce, parce que déjà, il faut arriver jusque-là de se dire qu'on est légitime, sacré chemin. Et ensuite, il y a tout ce truc de jeu pervers avec le comportement de certains directeurs de... Mais estime-toi heureuse, ma cocotte, que je te programme, quoi. Et en fait, c'est terrible, ce qui résulte de ça, et d'en être à accepter, mais avec dégoût et colère, une main sur la hanche, ou le fait d'être appelée ma chérie ou miss. Enfin,
Non, en fait, il le fait pas avec ton collègue homme chorégraphe qui est programmé et qui, lui, d'ailleurs, se pose pas la question, en fait, de est-ce qu'il est redevable d'un directeur, quoi. Yonela Roharik. Je relierais bien cette question à quelque chose que j'ai pu observer pas sur le monde chorégraphique, mais sur celui du jazz et des musiques improvisées. La plupart des directeurs artistiques, des équipes artistiques ou des structures de diffusion de musique de jazz sont des hommes. Et effectivement, on s'aperçoit très vite que ce sont des hommes qui programment des hommes. Ils ne le font même pas par méchanceté ou tout simplement. Ils ont intégré une espèce de modus operandi qui est on est entre nous, entre les hommes, je te programme, tu me programmes. Et il y a cette inertie où on ne pense pas aux femmes. Et pourtant, autant le monde du jazz c'est hyper masculin, le milieu de la danse, lui, est hyper féminin. Rappelez-vous, 70% des élèves dans les établissements d'État sont des danseuses. Dans mon école, dans du privé, c'était carrément 1 danseur pour 10 danseuses. Et c'est ça que nous montre Billy Elliot. Tu veux faire danseur? J'ai fait de la danse dans mon jeune temps. Tu vois? C'était normal pour les filles, mais pas pour les garçons, Billy. Ils veulent pas devenir danseurs de ballet. Il nous montre à quel point c'est ancré dans les mentalités que la danse, c'est un truc de fille. Alors même que l'histoire nous montre exactement le contraire, c'est ce que nous raconte Hélène Marquier. Le XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, la danse, c'est pas un art féminin, c'est l'art de l'aristocratie, c'est l'art des dominants, donc c'est l'art des hommes. La danse, le ballet, la danse de ballet, c'est pratiqué par les hommes. Qu'en 1818, les critiques s'intéressent d'abord aux hommes, qui sont toujours cités avant les femmes. J'avais même compté le nombre de mots consacrés aux grands danseurs, qui est exceptionnel, etc. Et puis il y a 2 lignes pour dire que sa partenaire, elle est très bien, mais voilà, point. Selon Hélène Marquier, le basculement vers la féminisation de la danse se fait en lien avec un changement politique, au début du XIXe siècle. Il y a un basculement qui se fait en 1830, avec la révolution de 1830, qui est vraiment une révolution culturelle. C'est pas la grande révolution, il n'y a pas beaucoup de morts, même s'il y en a quelques-uns, mais c'est une révolution qui met au pouvoir un roi. Mais on passe vraiment d'une société qui a une structuration aristocratique, qui persiste même après la grande révolution de 1789, à une société à dominante bourgeoise. Et donc la bourgeoisie va rejeter tout ce qui faisait l'aura de l'ancienne aristocratie. Et l'ancienne aristocratie, elle dansait. Louis XIV, le grand roi, le grand siècle, il danse. Vous ne pouvez monter un escalier sans gémir, alors faire danser? L'Italie la plus crottée dicterait-elle ses façons à la cour de France? La danse est une affaire française, mon bon. Rien à voir avec l'opéra. Genre italien ridicule, fort peu apprécié des Français. Rien que du chanter. Rendez-vous compte. Le roi danse, monsieur. Il ne chante pas. Ajusté, 1, 2, pas, ça, caille, pas, ça, caille. Et droite. Oui, double gauche. Et droite, plié, en l'air. Et droite. Tous les rois ont dansé parce que ça faisait partie de l'éducation d'un gentilhomme. Il y avait 3 disciplines qui étaient la danse, l'escrime et l'équitation. C'est pour ça qu'on dansait dans les collèges jésuites, par exemple. Ça apprenait la civilité. Et en même temps, c'est un art physique, donc ça formait aussi des gens qui savaient se battre. Tout ce modèle d'éducation masculine, dominante, il disparaît. Le bourgeois, c'est pas quelqu'un qui est élégant, c'est pas quelqu'un qui se prépare à la guerre, c'est quelqu'un qui va faire du commerce. On bascule sur d'autres modes de représentation de la masculinité. Et la danse n'est plus compatible avec la masculinité. Et on va lire dans la presse, alors la presse en général et la presse en particulier, le journal La Presse, un homme n'a pas le droit de danser. Ce changement politique s'accompagne aussi d'une restructuration économique du secteur de la danse. À partir de 1830, l'Opéra de Paris est mis en régie. Ça veut dire qu'il n'est plus dépendant de l'argent royal. Le nouveau directeur administrateur licencie puis réembauche avec des salaires inférieurs. Ça fait que les danseurs partent à l'étranger pour poursuivre leur carrière. Il ne reste alors que les danseuses, les femmes n'ayant que peu de possibilités de métier à cette époque.
Et donc, on voit que la féminisation symbolique, elle entraîne une féminisation professionnelle. Et la féminisation professionnelle va, à son tour, contribuer à la féminisation symbolique. Donc voilà, il y a une espèce de cercle à la fois vicieux et vertueux qui se crée, qui aboutit à cette situation qu'on pense que la danse, c'est féminin. Ce qui est vrai d'un point de vue professionnel quand on regarde à la base, ce qui est faux quand on regarde qui est le plus subventionné à l'heure actuelle, où ce sont quand même les chorégraphes hommes et pas les chorégraphes femmes. Et sur la perception des inégalités, ça a une grosse conséquence qui est que comme on pense que c'est un milieu symboliquement féminin et qu'il y a beaucoup de femmes à la base, on se dit il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, et pourtant, le fait de considérer la danse comme un art de femme a pour conséquence de décrédibiliser tout le secteur. Yonela Roharik. Le mot dans la danse est un marché mixte, certes, mais dominé par les femmes. Et on sait bien que là où les femmes sont nombreuses, il y a moins de légitimité, il y a un manque de reconnaissance. De nombreuses études sociologiques ont montré cela. Ce manque de légitimité et de reconnaissance, on va le voir dans plein d'endroits. Déjà, quand on compare avec d'autres arts de la scène, comme la musique ou le théâtre, il n'y a pas beaucoup de lieux de représentation dédiés. Il n'y a pas non plus de vocabulaire bien spécifique pour parler de nouvelles esthétiques. C'est comme si les politiques publiques se désintéressaient totalement de cette discipline. Pour Héloïse, le manque d'intérêt porté à la danse repose sur une idée partagée selon laquelle une danseuse est faite uniquement pour être vue. Car la danseuse doit avant tout être belle, selon des normes bien précises. Héloïse se rappelle d'ailleurs de regards évaluateurs sur son corps dès l'enfance. C'est vrai que je pense que dès mes 4 ou 5 ans, on a évoqué la notion de ligne sur mon corps, sur mon physique, d'être longéline, d'avoir des longues jambes, de ressembler à une poupée aussi. Moi, je me souviens que socialement, j'étais la petite mignonne, en fait, et que la danse, en fait, elle est venue appuyer ça, le fait que je corresponde à ce qu'on attend plus tard d'une femme danseuse, ballerine, en tout cas. Et voilà, en fait, dès 4 ans, c'est ce qu'on vient regarder, le regard, en tout cas, qu'on vient poser sur moi, quoi. Vous venez d'écouter le 3e épisode du podcast Accords perdus, écrit par Lola Berthet, documenté par Lola Rudroff, produit et réalisé par Slate Podcast. Avec les témoignages des danseuses Marie et Héloïse, et les propos de Yonela Roharik, Ilse Guéquière et Hélène Marquier. Merci au collectif La Permanence, qui a livré la traduction de la lettre ouverte à Yann Fabre. Merci également à Maya Taslar pour sa traduction de l'interview de Yann Fabre donnée à la VRT. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Nina Pareja. Réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Arnaud Densler.